La question de la fécondité, mais où on en est actuellement, et au fond, là, essayer de raisonner sur qu'est-ce qui peut se produire. Maintenant que vous avez vu les incertitudes, je vais quand même essayer de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Alors j'ai pris le terme hotspot parce que quand on regarde non plus quelques pays, mais l'ensemble des pays, on s'aperçoit que la fécondité a énormément baissé dans un très grand nombre de pays, pratiquement dans toute l'Amérique latine, bien sûr l'Amérique du Nord, une très grande partie de l'Asie et même en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Et c'est pour ça que j'ai pris le terme hotspot, c'est parce que il n'y a plus, si vous voulez, une croissance de la population mondiale. Il y a quelques spots, il y a quelques endroits, il y a quelques zones, quelques régions où il reste une très forte fécondité, donc une très forte croissance, mais en dehors, la croissance a diminué, voire est en train même parfois de s'inverser. Et pour prendre le cas de l'Amérique du Sud, quand on regarde l'annuaire, les résultats des Nations Unies, où on a tous les chiffres de fécondité pour tous les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale d'ailleurs, on peut se demander quel est le pays qui a la plus forte fécondité maintenant en Amérique latine. Eh bien, de façon assez surprenante, vous verrez si vous consultez les données, que c'est la Guyane française qui a maintenant la plus forte fécondité. Il y a là de quoi être assez étonné. Le Brésil est à 1,7, mais la Guyane française est assez élevée, à 2,7. Tous les autres pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale sont passés au-dessous de ce chiffre, et la baisse continue. Donc là-dedans, voilà un continent où l'explosion démographique, elle va un tout petit peu durer parce qu'il y a encore un nombre important de femmes en âge de concevoir des enfants, puisque ça remonte à une époque où la fécondité était tout à fait élevée. Il y a 30 ans, la fécondité au Brésil, c'était 6 enfants en moyenne par femme, mais c'est en train de se terminer. Dans les 20 ou 30 ans à venir, la question se posera plutôt de la décroissance de la population dans ces pays. C'est aussi la même chose, vous le savez bien sûr, pour un pays comme la Chine, avec sa fameuse politique de l'enfant unique. Je viens de parler de la Corée, le Japon est dans le même cas, mais même l'Inde, la fécondité baisse rapidement en Inde. Elle est en Inde du Sud, elle est maintenant nettement au-dessous de 2, par exemple au Kerala. Donc restent quelques endroits, lesquels, alors voilà une carte qui a été faite par les Nations Unies, et partout où c'est bleu foncé, on est au-dessous de 2 enfants par femme. Et vous voyez qu'il n'y a que très peu d'endroits où on dépasse les 2. Vous voyez le Niger en rouge, c'est là qu'on a les 7,3 enfants par femme en moyenne actuellement. Vous voyez aussi qu'il y a la Somalie, puis autour, en jaune, vous êtes au-dessus de 5 enfants en moyenne par femme, mais ça fait très peu de choses. Si on regarde bien, vous avez cette zone-là, qui est une zone de forte fécondité, et puis cette zone-là, un peu moins forte, mais quand même encore forte, qui comprend l'Afghanistan et le Pakistan notamment, et quelques pays d'Asie centrale. Mais à part ces 2 zones-là, la transition démographique, comme on dit quelquefois, c'est-à-dire le passage à une basse fécondité et aussi une basse mortalité, est déjà effectué. Donc c'est ces 2 zones-là sur lesquelles il faut se concentrer si on parle de la croissance de la population mondiale. Quand on fait le détail, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais j'ai discuté ce point-là dans un livre récent à propos de la crainte d'une invasion d'Africains en Europe. On voit que c'est délimité, c'est une Afrique très particulière, c'est une Afrique sahélienne, c'est le Niger, qui va au fond du Sénégal jusqu'au Tchad et jusqu'à la Somalie, et puis une Afrique centrale avec la RDC, la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, mais le cône sud n'est plus concerné. Et si on affine un petit peu, on peut dire la région vraiment problématique, c'est le Sahel, parce que là, la pauvreté est très grande, les ressources sont difficiles à développer, l'agriculture particulièrement. Mais quand on va un peu plus au sud, des pays comme justement tous ceux d'Afrique équatoriale sont
très souvent presque vide d'hommes. La densité dans des pays comme le Gabon ou la République centrafricaine est inférieure à 10 habitants au kilomètre carré. Dans l'autre République du Congo, le Congo dit Brazzaville, elle est de 5 habitants par kilomètre carré. Donc là, il y a de la place, les terres sont riches, il y a des tas de possibilités. Donc vous voyez que par cercle concentrique, on arrive à le vrai problème actuellement démographique, c'est le problème du Sahel, et ce n'est pas énormément de monde. Juste pour vous illustrer à quel point la question africaine est la question démographique, et la question de cette Afrique, vous voyez, j'ai mis Est dans ce petit graphique, j'ai regardé quelle était la part de croissance démographique qui était imputable à l'Afrique intertropicale, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique de l'Est, et la part qui était imputable au reste du monde. Donc c'est une petite partie de la population mondiale. Vous voyez qu'elle est déjà responsable pour un quart de la croissance démographique, et que quand on arrive dans les prévisions des Nations Unies à peu près en 2050, les 3/4 de la croissance démographique viendront de ce petit groupe de pays. Donc c'est là qu'est le problème. Je dirais de façon un peu presque ironique que du coup, quand on parle de cette population comme étant, et de la population du monde comme étant une menace pour l'environnement, cette zone-là qui s'accroît la plus vite et qui sera bientôt presque la seule à s'accroître, pose assez peu de problèmes, pose des problèmes de déforestation par exemple, mais, et encore moins qu'en Indonésie ou au Brésil, mais ne pose beaucoup moins de problèmes, par exemple d'émissions de CO2 comparé à ce qui se passe dans les pays plus développés ou même dans les pays qui sont émergents, comme on dit. Voilà, regardez, c'est une carte qui montre les densités dans ces pays. Vous voyez on voit qu'il y a la côte de Guinée, mais la fécondité est en train de baisser sur la côte de Guinée. Donc il y a Nigeria, Ghana, où déjà on atteint des fécondités relativement élevées, mais le reste les pays que je vous ai indiqués, comme la République centrafricaine ou même l'Angola, sont des pays où les densités sont, vous voyez, très très faibles. Voilà, juste pour illustrer un petit peu le zonage de l'Afrique, si on veut faire attention à cette question démographique. Du coup, quand on regarde, là j'ai mis par comparaison justement quelle est la densité actuelle dans les pays, j'ai mis l'Europe, j'ai mis l'Asie, parce que c'est des fortes densités, et puis vous voyez que l'Afrique, même le Nigeria, n'est pas, la densité est nettement moins forte que dans l'Europe moyenne, qui va du Danemark jusqu'à l'Italie, qui passe aussi par l'Angleterre, moins forte qu'en Inde, par exemple. Et qu'est-ce qui se produira en 2050 ? Vous voyez que même en 2050, bon, l'Europe ne bougera pratiquement pas, l'Asie assez peu, parce que la Chine va à peu près continuer, va se stabiliser, l'Inde va continuer un peu à augmenter. Mais vous voyez que l'Afrique ne sera pas non plus un pôle de densité aussi important que ces deux gros pôles mondiaux. Je reviens sur les pays qui posent un problème. Là, je vous ai mis, pour vous donner l'intensité de la question, vous voyez que j'ai mis la population des pays du Sahel entre 2010 et 2050. Pour le Niger, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, on passe de 16 millions en 2010, on est maintenant à 22 millions et on arrive un tout petit peu au-dessous de 70 millions en 2050, si on se fie aux prévisions, aux projections des Nations Unies. C'est 70 millions d'habitants, c'est la projection des Nations Unies pour l'Allemagne. Donc le Niger, au sens des Nations Unies, serait aussi peuplé que l'Allemagne. Vous me direz, mais c'est là qu'ils ne vont pas pouvoir vivre à 70 millions dans ce pays qu'est le Niger, il y a très peu de possibilités pour l'agriculture. Ils ont bien sûr quelques ressources en matières premières, mais enfin ça ne fait pas vivre 70 millions d'habitants. Du coup, et ça a été un livre qui a eu un certain succès il y a 2 ans, il y a 18 mois, le livre d'un journaliste, Stephen Smith, qui était intitulé « La ruée vers l'Europe » et qui partait du constat qu'il y avait actuellement un peu plus d'1 milliard d'habitants en Afrique, il y en aurait un peu plus de 2 milliards en 2050, donc ce milliard-là ne pourrait pas rester en Afrique et viendrait au plus proche en Europe. Quand on
on entre dans le détail, ça voudrait dire qu'il y a des migrations énormes, donc une autre conférence en parlera, mais à propos du Niger, j'en dis quand même un mot, puisqu'on peut regarder dans les statistiques françaises combien de personnes viennent du Niger. Le Niger est donc passé de 16 millions en 2010 à 22 millions actuellement, donc 6 millions de croissance. L'année dernière, en 2019, l'immigration légale à partir du Niger en France a été de 120 personnes. Donc 120 personnes sur 6 millions d'augmentation. On dit qu'il faut regarder ça de plus près. Il y a des traditions migratoires qui font que certains pays migrent vers la France. Le Mali, où vous le voyez, les situations est assez voisines, quoique un peu moins aiguë qu'au Niger, migre beaucoup plus vers la France, mais parce qu'il y a des réseaux de migration, parce que les Maliens en France peuvent arriver à faire venir ou leur famille, ou bien même, lorsqu'il y a des offres d'emploi, des personnes de leur connaissance. Et d'ailleurs, quand je dis le Mali, quand on regarde dans le détail, c'est en fait une préfecture du Mali, la préfecture de Kayes, qui est K-Y-E-S, qui est K-A-Y-E-S, qui est à la frontière du Sénégal et du Mali, et qui a une très ancienne tradition. C'est de là que venaient un certain nombre de tirailleurs sénégalais. On était allé chercher ces personnes. Ils n'étaient pas venus par eux-mêmes, mais ensuite, ils sont établis. Il y a des réseaux de migration qui se sont formés. Donc, la question est plutôt... Cette question de la migration, elle va être posée parce que vraisemblablement, les habitants du Niger migreront, mais elle va être posée de façon, là aussi, en termes de réseau traditionnel. Et où vont les habitants du Niger depuis très longtemps? Ils vont vers le sud, ils vont vers le golfe de Guinée. Donc s'il y a une prévision à faire de type un peu plus politique, c'est qu'il y aura sans doute une déstabilisation ou un risque de déstabilisation des pays du golfe de Guinée vers lequel iront les pays du Sahel. Ils ne traverseront pas le Sahara, ils passeront assez facilement. Et vous avez, il y a au fond des préludes à cette question, c'est ce qu'on a vu avec la guerre civile qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, qui portait typiquement sur le fait que les Ivoiriens prétendaient qu'ils étaient envahis par des personnes qui n'avaient pas, ils avaient inventé à ce moment-là le terme d'ivoirité. Ça a été une crise assez forte qui risque de se reproduire. Donc c'est là que les questions se poseront, mais pas, comme le dit Stephen Smith, à propos de l'Europe. Ça c'est juste pour vous faire peur du Niger, mais voilà où on en est, puis voilà avec la représentation habituelle où on sera en 2100 selon les Nations Unies. Là, carrément, ils atteindraient 180 millions d'habitants. Là, ça montre aussi que ces prévisions à très long terme n'ont pas un grand sens.